La République de Platon, introduction par le traducteur Robert Bakou, suite. L'allégorie de la caverne. Une allégorie nous montrera maintenant la situation des hommes par rapport à la vraie lumière. Supposons des captifs enchaînés dans une demeure souterraine, le visage tourné vers la paroi opposée à l'entrée, et dans l'impossibilité de voir autre chose que cette paroi. Elle est éclairée par les reflets d'un feu qui brûle au dehors, sur une hauteur à mi-pente de laquelle passe une route bordée d'un petit mur. Derrière ce mur défilent des gens portant sur leurs épaules des objets hétéroclites, statuettes d'hommes, d'animaux, etc. De ces objets, les captifs ne voient que l'ombre projetée par le feu sur le fond de la caverne. De même n'entendent-ils que l'écho des paroles qu'échangent les porteurs. Habitués depuis leur naissance à contempler ces vaines images, à écouter ces sons confus dont ils ignorent l'origine, ils vivent dans un monde de fantômes qu'ils prennent pour des réalités. Que si l'un d'eux est délivré de ces chaînes et traîné vers la lumière, il sera tout d'abord ébloui et ne distinguera rien de ce qui l'entoure. D'instinct, il reportera ses regards vers les ombres qui ne blessaient point ses yeux, et pendant quelque temps les croira plus réels que les objets du monde nouveau où il se trouve transporté. Mais quand ses yeux se seront accoutumés à l'ambiance lumineuse, il pourra percevoir ces objets réfléchis dans les eaux, ensuite en affronter la vue directe. La nuit, il contemplera la lune et les constellations, et enfin deviendra capable de soutenir l'éclat du soleil. Alors il se rendra compte que sa vie antérieure n'était qu'un rêve sombre, et il plaindra ses anciens compagnons de captivité. Mais s'il redescend auprès d'eux pour les instruire, pour leur montrer l'inanité des fantômes de la caverne et leur décrire le monde de la lumière, qui l'écoutera sans rire et surtout donnera créance à sa divine révélation? Les plus sages eux-mêmes le traiteront de fou et iront jusqu'à le menacer de mort s'il persiste dans sa généreuse tentative. On discerne sans peine la signification de cette allégorie. Les hommes sont ici-bas esclaves de leurs sens. Dans l'obscurité du monde de la matière en perpétuel devenir, ils ne saisissent que des ombres ou de vagues reflets. Mais les modèles de ces ombres, mais la source lumineuse de ces reflets, leur demeurent à ce point inconnus qu'ils n'en soupçonnent même pas l'existence. Leur unique science, ou ce qu'ils appellent de ce nom, consiste à découvrir un certain ordre dans les apparences, une suite prévue dans l'interminable défilé des ombres qui passent et repassent devant eux, mouvantes sur un fond de mystère. La pure splendeur des essences, celui-là seul la peut contempler et fixer en son âme, qui ayant rompu ses chaînes, s'est élevé hors des ténèbres de la caverne jusqu'au royaume du soleil. Mais quand il a séjourné assez longtemps dans ce royaume, ses yeux, habitués aux clartés idéales, ne peuvent plus distinguer les ombres d'en bas. C'est pourquoi on le croit inapte à gérer sagement les affaires humaines. L'âme, en effet, est comme la vue que trouble aussi bien le brusque passage de la lumière à l'obscurité que de l'obscurité à la lumière. Elle possède naturellement la faculté de connaître, comme l'œil celle de voir. L'éducation n'a d'autre but que de bien orienter cette faculté, c'est-à-dire de la tourner des perspectives fuyantes du devenir vers les formes immuables de l'être. Notre devoir de législateur est de faire accéder les meilleurs naturels à la contemplation du soleil de l'univers intelligible et de les contraindre ensuite à présider à tour de rôle aux destinées de la cité. On peut évidemment nous dire qu'agissant ainsi, nous ne leur donnons le bonheur que pour le leur ôter. Des îles fortunées ou vivantes encore, nous les aurons transportés, nous les ramènerons en effet sur terre et les mettrons aux prises avec les plus humbles réalités. Mais nous avons déjà déclaré ne point viser le bonheur propre d'une classe de citoyens. D'ailleurs, à qui nous accuserait de dureté envers nos magistrats, nous pouvons répondre que ces derniers doivent à nos institutions d'être ce qu'ils sont.
Il est donc juste qu'ils paient leur dette à la cité et à ses fondateurs en acceptant, une fois leur éducation terminée, de s'occuper des affaires publiques. Leurs compatriotes y gagneront d'avoir des chefs, non seulement compétents, mais désintéressés, parce que riches en leur âme du plus précieux de tous les biens. En règle générale, pour qu'un État soit sagement gouverné, il faut que la condition privée des hommes destinés au pouvoir soit pour eux préférable à l'exercice du pouvoir lui-même, lequel ne doit jamais être un appât offert aux plus malsaines ambitions.